Chantal et Jean-Paul Guelck vivent près de Douai, dans le Nord. Tous les matins, depuis 5 ans, Chantal se livre au même rituel. Tous les jours, ces bougies sont allumées. Il y a toujours les bougies allumées pour Johan, puisqu'il est avec nous. Et je lui dis toujours bonjour. Oh. Johan, le fils de Chantal et Jean-Paul, avait 22 ans. Passionné de voitures, il était agent de production chez un constructeur automobile. Il était dans la vie, comme sur ses vidéos de famille, apprécié par tous ses proches, pour sa joie de vivre et sa gentillesse. Si votre nom est tiré au sort, êtes-vous prêt à manger un petit membre d'un coup? Il était bon, il ne se prenait pas la tête. Et il aimait surtout faire plaisir. Enfin, surtout à ses copains. Ses copains, c'était quelque chose de sacré. Hein, et puis sa sœur. Hein. Comme beaucoup de frontaliers, Johan sort souvent le samedi soir en Belgique. Le 3 septembre 2005, au cours de la soirée, un ami de Johan se fait prendre à partie par un garçon pour une histoire de fille. Johan essaye de calmer les choses. Le garçon lui porte un coup, un autre vient à la rescousse du premier et frappe également Johan. Les vigiles interviennent pour arrêter la bagarre. Les 2 coups que Johan a reçus semblent sans gravité. Pourtant, quelques heures plus tard, il perd la vision d'un œil et souffre de violents vomissements. Vers 3 heures du matin, il se rend aux urgences. Il n'est pas vraiment inquiet, mais les médecins qui l'examinent prennent son état très au sérieux, au point de le faire transférer très vite au service neurologique du CHRU de Lille. 48 heures plus tard, Johan décède d'un infarctus cérébral. Les services de police retrouvent rapidement les 2 agresseurs qui sont immédiatement placés en détention provisoire. Ils restent incarcérés 6 mois avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. 24 février 2010. 5 ans ont passé. Les 2 garçons accusés d'avoir frappé Johan sont jugés à partir d'aujourd'hui. Cédric est l'un d'eux. Dans quelques minutes, ils se rendent au palais de justice. Il se prépare en compagnie de sa mère. T'es pas un mauvais garçon, rien du tout. J'ai pas envie que les parents de Johan ils me voient comme quelqu'un qui a tué son fils ou enfin je sais pas, surtout que je voudrais peut-être qu'ils me pardonnent aussi parce que tout ça c'est de ma faute. Je voudrais leur dire que je suis désolé de m'être mêlé de ce qui me regardait pas et puis que j'ai jamais voulu ça et puis je suis vraiment désolé. Les parents de la victime partent pour la cour d'assises. Ils vont voir pour la première fois les 2 garçons qui ont tué leur fils. Qui sont-ils? Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Et surtout, qui a porté le coup fatal? Toutes ces questions vont être au cœur de ces 3 jours d'audience, à la cour d'assises de Douai. Cédric arrive le premier. Il avait 18 ans au moment des faits. Il en a aujourd'hui 23. Son cousin Cyril a le même âge. Ils comparaissent libres tous les 2 et entrent donc dans la salle d'audience sans escorte policière. Ils attendent quelques instants devant le box des accusés où ils vont devoir prendre place pendant 3 jours. L'un des 2 avocats de Cédric, maître Lamince, lui donne quelques conseils avant l'ouverture du procès. Respirez avant de parler, parce que si vous êtes étranglé par l'émotion, que vous ne savez pas parler, respirez. Tenez-vous droit et répondez poliment, respectueusement. Oui monsieur, non monsieur. Oui monsieur, oui madame. Les 2 cousins sont poursuivis pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion. Ils risquent 20 ans de réclusion criminelle. La cour et les jurés font leur entrée.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La présidente consacre cette première matinée aux personnalités des deux cousins. Elle s'intéresse tout d'abord à Cyril. Alors on a appris des choses essentielles quand même, parce que c'est une enfance extrêmement difficile et douloureuse. La maman qui dit clairement qu'elle n'a pas assumé son rôle de mère, et le papa qui est venu nous indiquer que, alors même qu'il avait en charge son fils, il n'y avait aucune communication et qu'au surplus il était alcoolique. Malgré cette éducation difficile, l'expert psychiatre décrit Cyril comme une personne sociable. Personne ne dit qu'il est violent. Tout au contraire, c'est quelqu'un plutôt perçu comme très agréable, plutôt renfermé, ça c'est évident. Et aujourd'hui, il se retrouve propulsé dans un procès qui lui échappe, quoi, qui est complètement anachronique par rapport quand même à son profil. La Cour s'intéresse ensuite à la personnalité de Cédric. Sa mère explique avec émotion à quel point elle le trouve courageux, gentil et sensible. Ses amis parlent d'un garçon formidable, qui se donne à fond pour les autres. L'expert psychiatre, quant à lui, explique que Cédric a un gros problème d'image et que pour se valoriser, il en fait souvent un peu trop. Pendant ces quelques heures, les parents de Johan ont beaucoup appris sur les agresseurs de leur fils. Quand on les voit, bon, c'est sûr que ça doit pas être des mauvais gars quand même. Bon, ils ont quand même mais dès qu'ils ont bu de l'alcool, bon, bah, ils disjonctent et puis c'est ça, et puis ils se bagarrent. Mais c'est vrai, quand on les écoute, bon, je suis une mère, donc je me mets aussi, mais je leur en veux quand même, quoi. Puis je me dis, en moi, tout ça, c'est du gâchis. C'est un peu le jeu quand même de la défense, de présenter leurs clients. Hein, bon. Mais je sais pas bien quoi dire, parce que j'ai entendu parler tellement de gens bien là. Des gens tellement bien, alors je n'ai pas beaucoup de qualificatifs qu'on fait, je sais pas bien ce que je vais dire moi. Si c'est ça, des gens bien, moi je n'ai pas de mots. La fin de l'après-midi est consacrée à l'évocation de Johan. L'enquêtrice de personnalité n'a recueilli que des éloges auprès de ceux qui le connaissent. Ils décrivent tous un garçon joyeux, gentil, serviable. « Avez-vous trouvé quelque chose de négatif dans sa personnalité ?» lui demande la présidente. « Non, je ne vois rien », répond l'enquêtrice. Les parents de Johan et sa sœur sont appelés à la barre. Ils expriment leur peine avec une grande dignité. L'émotion est à son comble, l'audience est suspendue. Et Cédric quitte la salle, bouleversé par ces témoignages. Les proches de Johan, eux, sont à bout de force. Ils rentrent chez eux, épuisés par ce premier jour d'audience. Notre souffrance, nous, on a pris perpète, hein. C'est à vie. Hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Quand il y a des gens qui nous disent ça à la longue, ça va. Je suis désolée, c'est pas possible. Et bien souvent, les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais perdu d'enfant, ils ne peuvent pas comprendre la souffrance qu'on peut avoir. C'est pas vrai. Dire qu'on va faire son deuil, je ne vois pas faire mon deuil de mon enfant, de mon fils. Même les grands moments de joie, il y a de la peine dans les moments de joie. Je parle, allez, on a un petit-fils qui nous donne beaucoup de satisfaction et autres. Lorsqu'il y a fête de famille, à Noël ou un truc comme ça, on y va, on est heureux comme tout le monde. Mais quand je vois ce petit qui dit à tonton, dans ma tête, je pense à mon fils. Et à tout ce bonheur qu'on a loupé quand on ne voit jamais. 25 février 2010. Ce deuxième jour d'audience est consacré aux faits et à la question essentielle de ce procès. Qui a donné le coup mortel ? Cyril ou Cédric ?
coupable. La question est importante. Celui qui a porté le coup mortel sera poursuivi pour homicide, l'autre pour violence. Les deux cousins vont-ils être condamnés de la même façon? Vont-ils être acquittés? Tout est possible. La présidente interroge Cédric, puis Cyril. « Reconnaissez-vous les faits ?» leur demande-t-elle. Tous les deux lui répondent la même chose. « Je reconnais les faits, mais je ne suis pas l'auteur du coup mortel. » Je suis certain presque que c'est pas moi qui ai porté le coup, qui ai porté le coup fatal. Non, c'est sûr que moralement, si j'aurais pas été là, peut-être tout ça se serait passé. Donc forcément que oui, je suis responsable, mais voilà, je suis pas auteur du coup mortel et apparemment les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai mis un coup de poing à la victime et ma responsabilité, c'est surtout, j'estime que c'est surtout une responsabilité morale, mais pour moi, physiquement, je ne me sens pas responsable, enfin physiquement, médicalement, je ne me sens pas responsable de la mort de Yohan. Des propos qui ne satisfont pas la Cour. C'est bien d'assumer votre responsabilité morale, dit l'avocat général. Mais nous sommes là pour établir une responsabilité pénale. La présidente entend ensuite un témoin capital, un ami de Yohan qui est catégorique. Pour lui, c'est Cédric qui a porté le coup de poing fatal. Il y a cette contradiction terrible du témoin qui dit « J'ai vu Cédric Lannoy porter un coup du poing droit. » Voilà. Et vous avez Cédric Lannoy qui dit « C'est pas possible, je suis gaucher, si j'ai porté un coup, mais je l'ai porté du poing gauche. » Alors que Cyril Kubecki a porté un coup du poing droit. Mais le problème, c'est que ce coup-là, le témoin ne l'a pas vu. C'est tout le problème. La Cour et les jurés étudient ensuite la reconstitution qui a été faite dans la boîte de nuit, afin d'essayer de déterminer les responsabilités. Là, on va aborder la reconstitution. Bon, les photographies ne sont pas excellentes. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me dire, je suis devant vous. Vous m'interpellez, ça ne me gêne pas du tout. Il ne faut pas que la vie soit un frein. On doit communiquer si nécessaire. Parce que c'est souvent moi qui viens vers vous. En gros, vous ne dites pas grand-chose, mais n'hésitez pas. Selon la reconstitution, le jour du drame, Cédric et Cyril consomment d'abord de l'alcool sur le parking de la boîte de nuit avant d'entrer. Une fois à l'intérieur, Cédric, échauffé, déclenche une dispute. Yohan s'interpose. Cyril vient prêter main forte à son cousin. Chacun des deux donne un coup de poing à Yohan. Selon plusieurs témoins, ce serait Cédric qui aurait porté le coup fatal. Est-on certain qu'il ne se trompe pas dans cet effet, dans cette boîte de nuit immense, dans le bruit, dans l'effet thromboscopique, ces lumières qui s'allument, qui s'éteignent, ces gestes décomposés? Qui a porté le coup mortel? À l'audience, la succession des témoignages est de plus en plus défavorable à Cédric. Je suis un peu, enfin je vais pas dire énervé, mais un peu d'injustice parce qu'on raconte un peu n'importe quoi aussi. Donc voilà, c'est pesant que je vois que tout le monde s'acharne sur moi alors que je suis sûr et certain de ne pas avoir fait ce dont on m'accuse. Alors ça prend une mauvaise tournure, je comprends pas. Voilà. À l'heure du déjeuner, Cédric et sa mère sont inquiets. Autour de lui, c'est l'incompréhension. Tous ses amis sont persuadés de son innocence, mais ils sentent l'étau se resserrer sur lui. On n'écoute même pas ce qu'il a à dire, quoi. Quand il dit que ça s'est pas passé comme ça s'est pas passé comme ça. Il y a quand même des auditions depuis le début qui font que, depuis le début, il a toujours dit la même chose, alors que c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Et là, on n'a pas l'impression que ça ressort, quoi. Retour dans la salle d'audience. Le médecin légiste explique que Yohan a reçu un coup, pas nécessairement violent, au niveau de la carotide. L'artère a été abîmée et le cerveau de moins en moins irrigué.
ce qui a provoqué un infarctus cérébral. Un accident rarissime, explique-t-il. En quelques minutes, les lésions étaient irréversibles et aucune intervention chirurgicale n'aurait pu sauver Johan. Monsieur, excusez-moi, je suis la sœur de la victime et j'aurais une question qui me travaille depuis 5 ans. Je voulais savoir si, à votre avis, il avait souffert, s'il avait eu mal. Bon, il n'a pas eu mal. Il n'a pas eu mal. Tout de suite, il était plongé dans le coma, son cerveau était détruit et donc il ne pouvait pas ressentir la souffrance. Merci. Je voulais savoir, ça me travaillait. Merci. L'expert ne se souvient pas, en 30 ans de carrière, avoir vu une mort provoquée dans des conditions comme celle qui est arrivée pour Guelck. Une dissection de l'aorte, il suffisait de pas grand-chose. Il suffisait d'un coup placé à un endroit où ça n'arrive jamais, une conjonction de circonstances complètement extraordinaires, complètement dramatique, complètement épouvantable pour la victime. Personne n'a voulu la mort de la victime. Cyril est affecté lui aussi par les propos du médecin légiste. Je pense à lui de tous les jours, sans mentir. Il ne se passe pas un seul jour où je ne pense pas à ça. C'est dramatique, quoi, on va dire. Enfin, à cet âge-là, d'avoir vécu 20 ans et de mourir comme ça, je trouve ça... Enfin, 18h, l'audience reprend. L'audience est reprise, asseyez. La présidente donne une nouvelle fois la parole à Cédric et Cyril. « Est-ce que vous ne voulez pas nous aider à connaître la vérité ?» leur demande-t-elle. Les deux cousins sont placés face à leur conscience, mais ils restent sur leur position. Aucun des deux n'accuse l'autre, mais aucun n'admet être l'auteur du coup mortel. La présidente les incite pour la dernière fois à la réflexion et suspend l'audience. Si c'était lui, il aurait l'honnêteté de le dire. Enfin, il va pas s'accuser de quelque chose s'il sait qu'il n'a pas commis, quoi. C'est pas pour soulager la famille, il doit pas non plus être prêt à faire ça. Leur dire la vérité, oui, mais c'est la vérité. Peut-être pas la vérité qu'ils aimeraient entendre. Ce qui est arrivé à Johan, c'est un accident, c'est pas voulu, c'est pas intentionnel. Donc quelque part, c'est ce qu'il y a sur la conscience, mais c'est une injustice. Et là, on a l'impression que, voilà, on va en refaire une. Cédric rentre chez lui peut-être pour la dernière fois. S'il est condamné demain à une peine de prison, il sera immédiatement incarcéré. 26 février 2010, troisième et dernier jour du procès. Cyril et Cédric arrivent au palais de justice, visiblement angoissés. Pour la famille de la victime, la journée s'annonce très difficile. Leur avocat leur donne les dernières explications. Nous, partie civile, on n'est pas là pour réclamer une peine. Et de toute façon, même vous êtes incapable de savoir si une peine énorme, style 10 ans, 15 ans, ça vous soulagerait, ou une peine de 2 ans, 3 ans, ça vous soulagerait. Parce qu'en fait, vous ne le savez pas, et je pense que dans un cas comme dans l'autre, vous ne seriez pas soulagé de toute façon. La seule chose, à mon avis, qui vous soulagera, c'est de savoir qu'il y a des responsables et des coupables. Voilà. Si on vous dit en revanche, finalement on ne sait pas qui a fait quoi, donc on acquitte tout le monde, ça c'est insupportable. Mais qu'il y en ait un ou deux de responsables et de coupables, ça peut vous soulager, quelle que soit la sanction qui soit prise. La présidente, puis maître Rézintel, pousse une dernière fois Cédric dans ses retranchements. « Vous ne vous voyez pas donner ce coup, lui dit l'avocat, et je veux bien vous croire. Mais avec tous ces éléments objectifs, pouvez-vous admettre qu'il y ait de grandes chances que ce soit vous qui l'ayez porté ?» Cédric est ébranlé par cette question. On se remet beaucoup en question, on essaie de se remettre la situation, de refaire ce qui s'est vraiment passé, et je trouve pas la solution, et c'est pesant, c'est pesant. De dire que c'est peut-être moi, alors que moi je suis persuadé que non, c'est vrai que
c'est lourd à porter. De toute façon, on ne saura jamais vraiment. Voilà. C'est très très dur. Les débats sont clos. L'avocat des parents de Johan plaide le premier. Il évoque la souffrance et la dignité de ses clients. La famille Guelk a été d'une énorme dignité. Et j'ai encore été frappé il y a 5 minutes. C'est quand même incroyable de voir Monsieur Guelk, qui est venu pleurer la mort de son unique fils de 21 ans, qui était en train de donner des conseils d'éducation au père de l'un des 2 accusés. Je l'ai même entendu dire « Donnez-moi un petit coup de téléphone, je vais vous expliquer comment faire pour renouer des liens utiles avec votre enfant qui en a besoin. » Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fantastique. L'avocat général commence alors ses réquisitions. Pour lui, l'auteur du coup mortel est indubitablement Cédric. Il demande donc l'acquittement pur et simple de Cyril et requiert contre Cédric une condamnation de 5 ans de prison ferme qui tient compte de circonstances atténuantes. La présidente évoquait à un moment donné, enfin parlait de vraiment pas de chance dans ce dossier. Bon, il y a cette part, bien évidemment, il y a une disproportion entre le coup porté et les conséquences dramatiques dans ce dossier, hein, qui est tout à fait exceptionnel et qui j'allais dire, va pas dans le sens d'un quantum trop important néanmoins. Bon, 5 années d'emprisonnement ferme, si ces réquisitions étaient suivies, ça reste une peine quand même tout à fait significative, me semble-t-il. Dernier acte du procès, les plaidoiries des avocats des accusés. Maître Dehabreux, l'avocat de Cyril, plaide en premier. Chacun doit être réprimé pour ce qu'il a fait, dit-il. Je sollicite avec force l'acquittement de Cyril Kubeki. Il y a quand même, me semble-t-il, suffisamment d'éléments tangibles pour considérer que Cyril Kubeki n'est pas l'auteur du coup mortel. S'il n'a pas porté le coup mortel, il ne peut pas être coupable. S'il n'est pas coupable, deuxième temps du raisonnement, il ne peut pas être condamné. Et en cour d'assises, quand on n'est pas condamné, c'est l'acquittement. C'est ensuite au tour des avocats de Cédric. Ils rappellent aux jurés qu'il subsiste un doute sur l'auteur du coup et que ce doute doit profiter à Cédric. Ils soulignent également que rien ne permettait d'imaginer qu'un simple coup de poing puisse avoir des conséquences aussi dramatiques. Tout le monde, je crois, est d'accord sur le fait que c'est une malchance invraisemblable. Alors, au nom de cette malchance, est-ce qu'il faut condamner ce pauvre garçon qui a peut-être porté le coup mortel, mais dont je prétends et dont j'affirmerai jusqu'au bout, dont j'ai jamais cessé d'affirmer, qu'on ne pouvait pas dire avec certitude que c'était lui. La présidente donne ensuite la parole aux accusés. Cyril ne souhaite rien ajouter. Cédric, lui, espère qu'un jour la famille de Johan pourra lui pardonner. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Jusqu'au verdict, Cédric et Cyril partent sous escorte policière dans une salle qui leur est réservée. Pour leurs proches, comme pour eux, l'attente commence. La famille de Cyril espère que les jurés suivront l'avocat général et acquitteront le jeune homme. Les proches de Cédric espèrent une peine beaucoup moins lourde que celle qui a été requise. Trois heures plus tard, les policiers font revenir les 2 accusés dans le box. Le verdict va être rendu. Audience reprise, asseyez. La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins aux questions relatives à la culpabilité de Cédric Lannoy, hormis à la question relative de la circonstance aggravante de réunion. La Cour et le jury ont répondu non à la question relative à la culpabilité de Cyril Kubeki.
En considération des réponses ainsi faites, la Cour et le jury déclarent Cyril Kubecki acquitté de l'accusation portée contre lui. La Cour et le jury condamnent Cédric Lannoy à la majorité absolue, à la peine de 5 années d'emprisonnement, et disent à la même majorité absolue qu'il sera sursis à l'exécution d'une partie de cette peine, la dite partie étant fixée à 1 année. Si vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre avec cette décision, j'indique que vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel contre cet arrêt et que, passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience pénale est levée. Cédric est donc condamné à 4 ans de prison ferme et 1 an avec sursis. Pour la justice, c'est donc lui qui a porté le coup mortel. Les policiers s'approchent de lui. Il va partir directement en prison pour effectuer sa peine. Les parents de Johan quittent la cour d'assises soulagés. La page peut tourner. On voulait que ce procès soit un hommage à Johan. Je pense que c'est un très bel hommage sur ce qui a été dit de lui, sur sa vie.